Merci à tous ceux qui se sont prêtés à l'exercice, parce qu'on sait que c'est pas facile, que pour beaucoup, c'est la première fois que vous vous exprimez devant une assemblée aussi large. Il y aura 3 récompenses. Ça correspond à 3 chèques d'un montant décroissant de chèques Fnac pour aller vous acheter des livres, éventuellement. Ou des jeux vidéo, on sait bien où va votre préférence. Voilà. En 3e position, vous l'applaudissez, on a élu Eva Terzago. Tout homme doit mourir. Tout animal doit également mourir, mais il n'en est probablement pas conscient. Le fait que l'homme soit le seul animal conscient de sa propre mortalité est probablement le moteur qui a poussé notre espèce à une telle évolution technique par rapport aux autres, depuis le début, l'âge de pierre, jusqu'à maintenant, l'âge des ordinateurs et des objets connectés. L'homme a toujours cherché à donner une réponse à cette peur naturelle de la mort. Ça peut s'appeler science, philosophie, religion, etc. Depuis toujours, le mythe de l'homme augmenté est donc présent dans l'imaginaire collectif. Si on remonte à la mythologie, il s'appelle Hercule, fils de Zeus et d'une humaine, donc un hybride en fait, un demi-dieu aux capacités surhumaines. Et maintenant, il peut s'appeler Captain America, donc un super soldat augmenté grâce à des produits chimiques et aux capacités physiques décuplées. L'homme aspire donc toujours à cet idéal plus fort et plus grand que lui. Il s'agit en fait juste de l'évolution de l'instinct tribal de l'homme en tant qu'animal, qui cherche à rendre son espèce plus forte et donc plus apte à la survie. Cet instinct évolutif semble donc nous pousser maintenant vers un futur transhumaniste. Cette optique semble inévitable car il s'agit de la suite logique de l'évolution des recherches médicales en fait. Si on y pense, la médecine a pour but premier de rendre la vie plus longue et plus agréable, de vaincre les maladies et à terme vaincre la mort, si je puis m'exprimer ainsi. Et le transhumanisme pourra probablement nous offrir cela un jour. Nous pourrions, grâce à des manipulations génétiques ou bien grâce à des organes, des prothèses bioniques par exemple, allonger notre vie en bonne santé. Mieux encore, nous pourrions nous augmenter, nous améliorer, non pas pour réparer nos corps ou nos esprits, mais pour décupler nos capacités physiques et mentales et ainsi devenir véritablement des surhommes. Mais est-ce une bonne idée de s'aventurer dans cette optique ? Créer une technologie visant à augmenter l'homme, à laquelle seuls les plus riches accéderaient, cela aggraverait évidemment les inégalités. Cela créerait donc un monde à 2 vitesses, avec les humains normaux, comme vous et moi, et les humains 2.0, les H+, comme ils s'appellent eux-mêmes, les adeptes du transhumanisme. Pour éviter que ce fossé ne s'élargisse énormément, dans le futur, une solution envisageable serait de diffuser à large échelle l'open source. Donc tout le monde ici connaît plus ou moins le principe de l'open source. Par exemple, on a un logiciel, pour faire un exemple pratique, Photoshop, qui coûte extrêmement cher, qui permet de faire du traitement photo et de créer des images. Si on est graphiste et qu'on n'a pas les moyens de se permettre ce logiciel, on ne peut pas y rivaliser. Mais bien en fait, si, parce que la communauté open source est associée pour créer GIMP, que tout le monde ici normalement connaît, et qui n'est pas peut-être à la hauteur de Photoshop, mais qui n'arrive quand même pas loin en fait. Donc pour un exemple plus en accord avec le transhumanisme, l'année dernière, je ne sais pas si vous avez entendu,
Mais un amputé du bras a dessiné ses propres plans pour construire une prothèse, en fait. Une prothèse articulée de son bras gauche. Et en publiant ces plans sur Internet, il a permis à bénéficier à toute la communauté de l'open source des Fab Labs, qui sont en fait des laboratoires communautaires dans lesquels on peut tester des imprimantes 3D, des outils de sérigraphie, etc., de créer leur propre prothèse à partir de ce prototype-là. Du coup, ça coûte extrêmement peu cher par rapport au vrai coût. Au coût d'une vraie prothèse qui coûte plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si l'on parvenait à généraliser cet exemple avec les possibilités... Excusez-moi. Si on parvenait à généraliser cet exemple avec les possibilités offertes par le transhumanisme, cela pourrait diffuser la technologie auprès de tous, pour qu'elle ne soit pas seulement accessible par une élite. Pour parler d'un autre aspect, considérons maintenant la surpopulation. Est-ce bien raisonnable de chercher à augmenter l'homme et à augmenter sa durée de vie alors que nous sommes déjà en surpopulation? Avec 7 milliards d'hommes sur Terre, le pronostic pour 2050 est de 9,6 selon l'ONU, est-ce qu'on n'aurait pas déjà assez à faire finalement? Moi je dis non. Parce que on pourrait parvenir, grâce à des modifications et des sélections successives sur le génome humain, à faire que Merci. À faire que l'homme ait besoin de moins de ressources pour vivre, donc qu'il consomme moins. On pourrait, par rapport aux énergies fossiles qui s'amenuisent, par exemple le pétrole, je pense bien sûr, certains d'entre vous pourront dire oui, par exemple, si on augmente le nombre d'humains, les ressources vont encore s'amoindrir et on va être dans le pétrin plus tard. Mais si on arrivait, par exemple, à stocker grâce à des capteurs placés sur le corps humain l'énergie qu'on produit en marchant, par exemple en respirant, etc. On pourrait par exemple faire une balade la journée et revenir et recharger notre iPhone sans batterie par exemple, sans recharge, mais grâce à l'énergie qu'on a accumulée durant la journée. Du coup on économiserait beaucoup. Donc bien entendu, à financer toutes ces recherches, ce sera quoi? Ce sera les lobbies, les multinationales qui financent en ce moment même la recherche médicale. Le transhumanisme représente un business énorme, évidemment, entre la réparation et l'augmentation, autant des capacités que du côté esthétique d'ailleurs, parce que la chirurgie esthétique est déjà une affaire de milliards maintenant. Pensez à ce que ce sera dans peut-être pas longtemps finalement, quand les gens vont vivre de plus en plus vieux, en bonne santé certes, mais leurs cellules vont quand même se détériorer un minimum, ils auront beaucoup plus besoin de chirurgie esthétique que maintenant. Attention cependant, car avec tout ça, avec les puces améliorées que l'on mettrait dans notre cerveau, etc., les bras bioniques, il y a une possibilité de hacker les corps humains, comme avait dit mon collègue précédemment, ce qui représente un grand danger, autant si c'est fait par un individu dans son garage tout seul qui décide de hacker son voisin, que si c'est fait en masse par les multinationales, par exemple. Donc pour conclure, je dirais que faut-il augmenter l'humain ? Je ne me positionne pas clairement oui ou clairement contre, parce que être clairement pour, c'est être inconscient, parce que ça peut représenter un grand danger. Mais être clairement contre, on ne peut pas juste être contre toutes ces possibilités, parce qu'on renonce à un potentiel énorme par rapport à la médecine, par rapport à tout ça. Donc ce qu'il faut tenter de faire, vu que c'est pour moi, selon moi, inévitable, ça va arriver, certains chercheurs disent d'ailleurs que c'est pour 2030, ce qu'il faut tenter de faire, c'est garder un contrôle sur tout ça de façon impartiale pour que le rêve ne vire pas au cauchemar. Merci. En deuxième position, c'est Hugo Drivière. Énormément de personnes ont peur à tort de l'humain augmenté. En réalité, c'est du post-humain qu'elles ont peur, qui lui est bien différent. J'admets
que quand nous parlons d'humain augmenté, nous ne sommes pas sans penser à tous ces films semi-apocalyptiques, comme entre autres Terminator ou encore Transcendance. Ces films font naître un sentiment de peur qui se répercute sur notre vision de l'humain augmenté, et nous finissons par avoir peur d'un être humain en symbiose avec la machine, en y associant le transhumanisme, alors qu'il s'agit là de la définition même du post-humanisme. Mais qu'est-ce qu'un post-humain? On parle de post-humain quand on modifie la nature de l'homme par l'apport de nouvelles technologies. Un post-humain ne connaît plus les limites de la vie. Il n'est plus humain. On peut entendre par post-humain quelque chose qui serait dans la lignée des dernières phrases de Michel Foucault. La fameuse figure de l'homme qui s'effacerait tel un dessin sur le sable et nous ferait entrer non pas dans la mort de Dieu, mais dans la mort de l'homme. C'est beau, n'est-ce pas? Je ne pense pas, personnellement, que l'humain devrait pouvoir redéfinir les limites que la nature lui a imposées. On peut également remarquer que ces limites définissent la plupart de nos plaisirs, et que sans ces limites, nous n'aurions pas autant de satisfaction à vivre. C'est vrai, comment se délecter d'une douce tarte à la myrtille lorsque l'humain n'aurait même plus besoin de manger pour vivre? Là où un post-humain n'est plus humain, un humain augmenté, lui, est bien comme vous et moi. Il se sert juste d'outils pour vivre dans de meilleures conditions. En réalité, l'espèce humaine s'augmente depuis plus de 3 millions d'années. Vous savez ce moment où l'homme a appris à se servir d'outils? Eh bien, l'augmentation de l'humain, c'est exactement ça. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'utilisons ni cailloux, ni bâtons. Aujourd'hui, la liste des augmentations que nous utilisons est très longue. Parmi cette liste, on peut trouver le smartphone, la pilule contraceptive ou encore la vaccination. Tout ça pour dire que le transhumanisme est déjà une réalité aujourd'hui. Et c'est plutôt pas mal. Maintenant, voyons ce que pourrait nous apporter l'augmentation future de l'homme. On sait aujourd'hui qu'il est possible de permettre à des personnes amputées de retrouver en partie leurs membres. Maintenant, imaginons que l'on puisse réussir à reconnecter ces membres à 100% avec leur cerveau, qu'ils puissent s'en servir comme leurs membres originaux, qu'ils puissent retrouver la sensation de chaud ou de froid, qu'ils puissent retrouver la sensation de toucher. Ne serait-ce pas fantastique de leur permettre de retrouver une vie normale? On peut même voir encore plus loin et pourquoi pas espérer pouvoir refaire marcher une personne paralysée, pourquoi pas. Grâce à l'augmentation de l'homme, on pourrait soigner des maladies comme l'Alzheimer ou encore le Parkinson, des maladies qui sait, pourraient un jour nous toucher nous ou nos parents dans plusieurs décennies. J'aimerais vous parler d'une expérience personnelle. Ma sœur, Tiffen, est atteinte d'un handicap visuel. Comme vous le savez sûrement, il est possible de noter chacun de nos yeux grâce à une note sur 10. Eh bien, figurez-vous que ma sœur, elle, a une note négative pour chacun de ses deux yeux. C'est pas très simple. Et là, je me rappelle encore quand j'étais petit, il était inimaginable qu'elle puisse un jour pouvoir se déplacer de façon autonome. Là, aujourd'hui, enfin depuis quelques années plutôt, grâce à l'émergence des smartphones, elle peut maintenant prendre des transports. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il est très difficile d'imaginer qu'elle puisse un jour conduire. Mais on peut toujours l'espérer grâce aux travaux du professeur Francine Béard-Cohen sur les maladies de la rétine. Madame Francine Béard-Cohen, qui est directrice de l'équipe INSERM. Donc, en plus d'aider les gens, de sauver des vies ou de les améliorer, l'augmentation de l'humain pourrait permettre, pourquoi pas, de découvrir encore un peu plus le monde qui nous entoure. C'est vrai. Comme qui, en regardant les étoiles, n'a jamais pensé à ce qu'il y avait dans toute cette inconnue d'une grandeur infinie, ou qui sait ce qui se cache dans les fonds marins, dont 75% des zones très profondes restent inexplorées. Sûrement qu'un jour nous le saurons, grâce à l'augmentation de l'humain. Certaines personnes pensent que pour évoluer, nous avons besoin de changer notre nature
et devenir des post-humains. Ils ont tort. L'évolution de l'homme doit passer comme toujours par l'évolution de ses outils. Ainsi, l'humain reste humain et l'outil reste outil. L'augmentation de l'humain n'est alors qu'une mise à jour de nos outils. Nous n'avons rien à craindre d'elle, elle ne peut être que bénéfique. Merci de m'avoir écouté. Et enfin, le lauréat cette année, c'est David Lebrun. Bonjour. La perfection. Oui, depuis toujours, l'homme a constamment voulu atteindre ce que l'on a appelé la perfection, c'est-à-dire un idéal où l'homme n'aurait plus de défauts physiques, plus de maladies. Un idéal où l'homme pourrait satisfaire tous ses besoins, que ce soit par le décuplement de ses capacités physiques ou le décuplement de ses facultés mentales. Oui, l'homme a toujours voulu progresser scientifiquement et médicalement afin de supprimer les limites physiques que lui impose son propre corps, afin de réaliser ses rêves les plus ambitieux qui soient. Mais lorsque nous prenons du recul sur les dernières avancées technologiques que l'homme ait pu faire, nous avons tous cette petite question, cette idée qui est d'augmenter l'homme. Est-ce qu'elle est tolérable aujourd'hui? Oui, n'avons-nous pas assez appris des conséquences des dernières révolutions technologiques dont l'homme s'est pour un temps réjoui, puis ensuite inquiété? Prenons un exemple tout simple. Tenez, Joseph Cugnot, en 1769, savait-il que son invention allait causer de terribles conséquences aujourd'hui? C'est vrai, au départ, son idée était plutôt sympa, si je puis me permettre. Puisque, en effet, l'idée de se déplacer sans effort physique extrême d'un point A à un point B a été vraiment accueillie avec euphorie. Oui, lors de sa commercialisation au grand public, la voiture a vraiment été quelque chose de magnifique. Mais avait-on prédit que cette invention allait grandement favoriser le réchauffement climatique ou encore rendrait l'air dans certaines régions irrespirable? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre que l'homme ne maîtrise pas totalement ce qu'il crée. Citons encore les centrales nucléaires, les avions, ou même encore les progrès dans l'industrie agricole qui souillent notre planète. Ce que j'essaie de vous montrer avec ces petits exemples, c'est que l'homme, même si ses intentions sont les meilleures, l'homme n'a pas le contrôle total, n'a pas le contrôle absolu sur ce qu'il crée. Et surtout, lorsqu'on parle d'augmenter l'homme, il ne s'agira pas là d'inventer quelque chose dont l'homme va se servir. Non, il s'agit carrément de le recréer. Oui, parce que les conséquences négatives que nous avons citées un petit peu plus tôt, celles-ci étaient extérieures à l'homme. Mais là, quelles seront les conséquences sur nos corps aujourd'hui? On a tendance à minimiser les choses. On a tendance à dire que voilà, cela n'arrivera pas, que la science a fait des progrès. Mais demain, quelles seront les conséquences de cette redéfinition de l'homme? Allons-nous être les premiers humains volants de leurs propres ailes? Ou plutôt les premiers à s'enfoncer dans une lutte acharnée et sans fin contre les conséquences désastreuses que cette déshumanisation causera? On pourrait également se demander, lorsque l'on entend parler de l'homme du futur, si l'on n'irait pas vers une dénaturation de l'homme en général. Nous savons bien que les inventions comme les exosquelettes ou les prothèses améliorées redonnent aujourd'hui une nouvelle vie aux personnes dont le physique les empêche de marcher et de se mouvoir. Mais pour des êtres humains qui n'ont pas tous ces handicaps, quel est le réel intérêt pour eux? En fait, le risque que l'on prend en vendant ces améliorations corporelles à des personnes qui n'en ont pas réellement besoin, ce n'est que d'accroître les inégalités qui sont déjà présentes dans le monde. Cela donne vraiment une mauvaise image de ce qu'est le transhumanisme. Et puis, qui sait, ces futures technologies pourraient être utilisées de la plus mauvaise des manières qui soit. Il suffit que des surhommes voient le jour, et puis que, imaginez, je ne sais pas, des pays utilisent ces technologies afin de faire pression sur d'autres pays, et ça va déclencher encore d'autres conflits entre nations ou autres. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre en faisant cela.
Et puis, nous avons déjà les soucis de santé, la dégradation de la planète, ou encore les inégalités. Et déjà que tout cela est déjà assez inquiétant, qu'en sera-t-il lorsque l'homme augmenté naîtra? On pourrait également parler de la réplique de la nature face à cette augmentation contre nature. On sait aujourd'hui que les maladies mutent de plus en plus pour s'adapter face à des solutions que l'homme peut trouver aujourd'hui pour s'en débarrasser. Mais lorsque ces maladies auront du coup muté, les personnes qui n'ont pas évolué corporellement, est-ce que vous pensez sincèrement qu'elles survivront face à ces maladies qui seront à leur tour devenues surpuissantes? Autre chose, nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout est connecté. On en est arrivé à un point où l'on voudrait que l'on implémente ces technologies dans notre propre corps pour qu'on puisse évoluer. Et là encore, il y a quelque chose sur laquelle on passe. Un danger pourrait nous sauter aux yeux. Si je vous parle de Jonathan James. Jonathan James, personne? À 16 ans, ce jeune hacker s'est introduit dans le serveur de la NASA pour voler des données estimées à 1,7 million de dollars. La NASA qui a pourtant un système de sécurité connu et reconnu. Et ce simple fait montre que ce qui est quasiment sûr d'arriver, c'est que pour tous ceux qui veulent s'augmenter, le risque de pirater un humain est encore plus flagrant. Imaginez, pirater un humain. Imaginez vraiment tous les dégâts que cela pourrait causer. Pour conclure, je dirais que, même si l'on ne s'en rend pas compte, le monde a beaucoup souffert de ces inventions, bien qu'elles paraissent dans un premier temps très prometteuses, mais par la suite se montrent très fâcheuses en conséquence. Oui, ne recommençons pas à la même erreur, surtout si cela doit concerner l'humain lui-même aujourd'hui. Essayez d'imaginer ce que ferait quelqu'un de mal intentionné s'il avait accès à notre corps. Imaginez les conséquences désastreuses sur l'espèce humaine en général. Il faut toujours voir plus loin avant de commencer à innover dans quelque chose, et ce n'est que comme ça que nous pourrions nous améliorer. Et vraiment, je suis vraiment très content en tout cas d'avoir participé. Je voulais vraiment remercier ce concours qui a été organisé, et puis notamment ma classe en apprentissage. Franchement, c'était vraiment, on a travaillé vraiment en équipe, c'était vraiment bien. Et puis aussi, saluer aussi les performances de Bettina. Bettina aussi qui était qui a été sélectionnée avec moi. On peut l'applaudir aussi, je pense. Et puis aussi remercier tous les membres du jury, bien sûr.